Bonjour Carlos Martins Bilongo, Bonjour. député Nouveau Front Populaire du Val d'Oise, qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias. Est-ce que c'est voulu? Moi, je trouve qu'on me voit quand même un peu, et même assez à mon goût. À mon goût, je fais quelques… Trop? Non, assez. Assez, j'en fais assez à mon goût. Je suis assez souvent sur les plateaux BFM. Après, je n'irai pas non plus sur les plateaux Bolloré pour manger une peau de banane parce qu'on peut vous faire marcher sur une plate-bande et ensuite vous faire glisser. Donc j'évite les plateaux casse-tête ou les plateaux juste pour mettre un coup de gorge. Donc ça fait, voilà, je choisis aussi mes plateaux, quoi. Est-ce qu'il faut paradoxalement pas y aller dans ces médias? C'est ce que fait par exemple Manuel Bompard pour porter quand même la voix de la gauche, même dans des médias qu'on dit d'extrême droite, comme CNews. Non, nous, on a un espace d'idées où on a débattu entre parlementaires de la France Insoumise et on s'est dit, bon, sur les matinales de grande écoute, on va faire CNews ou Europe 1, mais ensuite on évite d'être sur le plateau talk show où ça part en tout et n'importe quoi. Quand c'est l'heure des pros et c'est l'heure des cons, on n'y va pas, quoi. Est-ce que tu as l'impression que les médias en veulent à la France insoumise, surtout au regard des récentes victoires électorales du Nouveau Front Populaire, comme lors des dernières élections législatives? En fait, ce cas précis a été évalué dans d'autres pays. La France n'est pas unique en son genre. Aujourd'hui, 90% des médias appartiennent à des milliardaires qui ont un agenda politique, qui ont une ligne politique. Et ensuite, quand ils tapent sur un parti politique précis, c'est parce que ce parti a le vent en poupe et a une adhésion populaire au niveau de la masse et est prêt à renverser un pouvoir établi et une société qui est mise en place. Ils ont créé une société alternative via les médias, en mettant des idées nauséabondes, en faisant passer les uns et les autres en tant qu'ennemis alors que les uns et les autres vivent ensemble sur le même palier depuis 20 ans. Ils ont fait tout ça et ça a créé aujourd'hui des phénomènes, des poupées gonflables, des gens qui ont été gonflés à l'hélium, qui ont fait même les présidentielles. Je prends le cas d'Éric Zemmour, qui a été sur le service public, ensuite sur les médias Bolloré, ensuite ça a été un candidat à la présidentielle qui a fait 7%. Ensuite, en découle différents candidats, soit aux élections législatives ou municipales, qui étaient sur ces plateaux-là, qui avaient une audience. Aujourd'hui, on a des audiences sur le plateau de TPMP qui sont ensuite candidats juste après aux élections législatives anticipées. Donc pour leur créer un audimat, pour leur créer une structure nationale. Mais en fait, leur parole, elle est vide de sens. Et ça se remarque tout de suite. Moi, par exemple, les députés insoumis arrivent à faire passer leurs idées via d'autres canaux et avec uniquement, on va dire, BFM TV, les matinales et le service public. Quel est le but derrière les accusations régulières d'antisémitisme qu'on impute à la France insoumise, notamment, il faut bien le dire aussi, sur CNews ou dans d'autres médias? D'autres médias, le JDD, qui appartient encore à la même personne. Vous avez vu, on parle de Bolloré là, et en fait, c'est la même ligne qui va venir après sur JDD le dimanche. Vous avez souvent le JDD le dimanche qui va anticiper les premières annonces et le bandeau de CNews du matin, à 6 h du matin le lundi. Donc, accusation d'antisémitisme, c'est juste pour couper court à la contradiction et ne pas aller dans le fond. Vous savez, quand Jean-Luc Mélenchon, en plein meeting en Lozère, évoque que le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, est acquis aux idées d'extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Moi, je ne sais même pas quelle est sa religion, s'il est athée, ce n'est pas mon problème. Pourquoi on a tout de suite un tweet du JDD pour dire voilà, ce dimanche, Et juif, ouais. ministre juif, et ensuite c'est repris par des députés de la Macronie et par la droite et l'extrême droite qui s'en réjouissent parce qu'en fait, ça bloque le débat. Et au final, est-ce qu'on a parlé du fait que Benjamin Haddad, ses sorties médiatiques avant d'être ministre, a prêté allégeance directement à un gouvernement d'extrême droite israélienne? C'est ça le vrai sujet. Peut-on en parler? Ah non, 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 antisémite, stop, on ne parle pas de ça. Allez, tout le monde fait un titre là-dessus, on y va, bandeau BFM, bandeau CNews, on ne parle que de ça, on charge au maximum et on dit que ces gens-là sont antisémites. Je peux parler? Ah non, 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 t'es antisémite, tu ne parles pas. On a juste dit que ce monsieur est acquis aux idées de… Voilà, c'est tout. Aux idées de… On s'arrête là. Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas, je ne mange pas avec lui. D'ailleurs, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a réagi en disant qu'il y avait là, même si Jean-Luc Mélenchon n'a pas expressément dit effectivement c'est Et comment? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui sous-entend
la confession de ce monsieur? Je ne sais pas. Dites-moi, moi je ne sais pas. Quelle est sa confession? On n'a plus le droit de critiquer le gouvernement israélien? Moi, j'arrive pas à On comprendre. voit bien que le sujet en France est brûlant et ultra clivant. Et que ceux qui régulièrement disaient il ne faut pas importer ce conflit. Dernièrement, il y a un ouvrage qui est sorti sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme et malheureusement, c'est le cas précis. C'est instrumentalisé pour en fait bloquer des opposants politiques, les empêcher de parler. C'est triste à dire. Parce que ces personnes-là ne luttent pas contre toutes les formes de racisme. Parce que l'antisémitisme est une forme de racisme. Il y a plein de causes pour lesquelles on peut marcher et on a marché ces 2, 3 ou 4 dernières années. Ce sont des gens qui ont subi l'islamophobie et plein de sujets liés à la question raciale. Ces personnes-là qui se plaignent ou qui tirent un boulet rouge pour dire antisémitisme, attention, il y a une forme de racisme quelque part. Il y a une forme de racisme quelque part, on condamne. Ou genre, voilà, red flag, ou vas-y, carton rouge, attention, ça arrive. Ou potentiellement, aucun d'eux n'a condamné les propos de M. Retailleau, que lui aussi il mange un red flag depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Et déjà, avant, quand il était sénateur, il était vraiment toujours à la limite, il dépasse les lignes, mais jamais on a dit suspicion de négrophobie, il est peut-être négrophobe, il est peut-être raciste, non. Et en fait, c'est très dangereux de faire ça. Parce qu'en fait, la société, ils sont en train de la fissurer. Enfin, ils pensent la fissurer au travers des médias, etc. Parce qu'ensuite, quand ils font leur petit banquet, quand ils se réunissent entre eux, ils disent on a raison, on est super bien. D'ailleurs, au niveau des stades, on est bien, ça a bien voté, etc. Dans nos quartiers, etc., dans nos villes, les petits coins bourgeois. Après, ça reste très élitiste. Ils n'arrivent pas à comprendre que leur électorat il est juste identifié par rapport aux questions sociales. Hein. L'électorat, c'est les questions sociales qui fait que là, ça vote à gauche, là, ça vote à droite, etc. Eux, ils pensent que c'est parce qu'on a tapé, parce qu'on a dit ça, parce qu'on a dit ça. Non, non, non. C'est les questions sociales qui donnent une cartographie électorale au niveau de nos territoires. Quand les gens disent oui, les gens votent Mélenchon parce qu'ils sont noirs et arabes. Pas du tout, c'est les questions sociales. Je connais des noirs et des arabes qui sont des libéraux totalement avertis, très libéraux, etc. Donc ils votent à droite ou macronistes. Et ça va bien pour eux parce que c'est leur ligne directrice. Comme il existe des gens qui sont blancs, toutes les couleurs, qui votent Mélenchon parce que par rapport aux questions sociales, ils sont réceptifs au fait qu'on dise le SMIC à 1 600 €, ça leur parle. Le fait d'avoir des enseignants, ça leur parle. Le fait d'avoir des AESH pour leurs enfants qui sont sous handicap, ça leur parle. Le fait de parler de transition écologique, ça leur parle. Voilà, c'est ça. Justement, quel avenir pour, parce que vous parlez des mesures du nouveau Front populaire, présentées par le nouveau Front populaire, quel avenir après l'échec de Lucie Castet? Pas un échec. C'est pas un échec. L'échec, c'est quoi? C'est que Macron, juste, a volé l'élection. Oui, mais que le nouveau Front populaire a pas su mais non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est la 5e République. Ça veut dire à la fin, le dernier mot, c'est lui. Mais alors que le dernier mot, c'est le peuple. Le peuple a gagné. Je vous reprends le scénario. Remettez-vous au 9 juin au soir. Tous ici présents étaient en mode waouh, ça va être Berdella du coup. Parce qu'il y a une dissolution et voilà les européennes, on va à nos vacances, on ne bouge plus. Des joueurs de foot commencent à dire on ne va plus jouer avec le maillot de la France. On était là quand même. Les gens quand même étaient c'était à Stalingrad le 7 juillet si je ne me trompe pas. C'était pas République, c'était Stalingrad, les gens étaient super contents. Oui, à la rotonde. À la rotonde. Ouais. Donc c'est une victoire populaire déjà. Maintenant au niveau des institutions, au niveau des ministères, c'est une question de temps. Moi j'explique à la jeunesse, doucement, tout ne va pas se gagner en un jour. Il y a des gens pour avoir une liberté, ça a duré 400 ans. Donc, on va passer par des étapes. Là, on a le droit au suffrage universel. On va continuer à se battre. La 5e République montre qu'elle est à bout de souffle. Même chez eux, ça bouge. Quand vous avez, moi, j'ai été d'accord en un mois, 4 fois avec Henri Guénaud. Wow. Après, les jeunes ne connaissent pas Henri Guénaud, mais moi, comme je suis dans les années 90, je connais Henri Guénaud qui était ministre à l'époque avec Sarkozy, etc., etc. C'est un mec de l'UMP, RPR, droite dure, et aujourd'hui même dit que c'est le groupe parlementaire qui arrive en tête qui doit être appelé à gouverner. Et aujourd'hui, franchement, quand je vois Barnier, il me fait pitié. Et tous ces ministres me font pitié. Les macronistes députés me font pitié. Bruno Retailleau. Vous avez Sacha Houlier qui est là à dire « je pense que je vais voter à la censure ». Stella Dupont, députée d'Angers, que je connais bien, qui dit « peut-être que je vais voter à la censure ». Ah, finalement, non, j'attends de voir. Vous imaginez, on est peut-être parlementaire, vous avez recueilli le suffrage des Français dans votre circonscription et vous arrivez à dire « je ne sais pas sur quel programme aujourd'hui ma minorité présidentielle, je dis que je suis dans la majo, je ne sais pas ». Pour moi, c'est aujourd'hui. Mais c'est une question de temps. Ça va
tomber d'ici 6 mois. Le gouvernement? Ça va tomber d'ici 6 mois. Le gouvernement va tomber d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, nous ne passerons pas l'hiver. Et après, je pense qu'on sera amené à gouverner ou non, ou sinon Macron sera destitué ou il aura démissionné depuis. Justement, est-ce que la 6e République peut naître d'une démission d'Emmanuel Macron? Aujourd'hui, en fait, la 5e République est à bout de souffle. À un moment donné, quand on parlait de 6e République, ils nous prenaient pour des fous, des révolutionnaires. On disait, rappelez-vous, hein, quand on disait 6e République, il y a 2 ans, Ouais. c'était fou furieux. Même en 2012, Mélenchon proposait déjà. Oui, mais c'est des fous, vous imaginez, ils changent de République. Et aujourd'hui, en fait, il y a l'adhésion populaire. Et c'est ça, en fait, le combat. C'est ça qu'on gagne. C'est gagner déjà dans l'esprit des gens. Et en fait, les gens me disent, ah non, on n'a pas encore les clés de Matignon, on n'a pas gagné. Mais en fait, quand vous avez déjà gagné au niveau des idées, en fait, c'est ce qui précède, c'est le prélude. Doucement, ça va arriver. Et encore une fois à Matignon, ce n'est pas la victoire. Moi, j'avais dit aux gens, même demain, je suis à Matignon avec nos camarades. Et on a besoin encore de toute l'ambiance populaire qui doit accompagner nos propositions de loi, même au gouvernement. Même demain, au gouvernement, je demanderai des manifestations quand on pose une proposition de loi, qui est aussi une manifestation derrière avec nous pour accompagner notre projet de loi. Il faut une mobilisation populaire qui nous suive tout le temps. Il faut que maintenant on soit à fond, parce qu'on a vu que la mobilisation populaire, excusez-moi, elle draine aussi dans les urnes. Quand ça manifeste, quand on se voit, quand ça discute, quand ça communique, les gens sont motivés. Ensuite, le scrutin s'enchaîne. Je précise, on tourne cette interview le 30 septembre. Demain, c'est le 1er octobre, jour d'une mobilisation, normalement une grève de rentrée sociale, mais une grève, d'après les syndicats, qui sera très très peu suivie d'effet. Ça dépend. Moi, je viens de recevoir un message de mes camarades cheminots. Ouais. Sur RERD et RERB que j'utilise, ça va être 3 sur 2, c'est bien. Et pas de bus aussi, ouais. Pas de noctilien. Trafic normal pour la SNCF? Non, 3 sur 2. Oui. 2 sur 3, pardon. 2 sur 3, quasi normal, quasi normal. Pas de bus et pas de tram aussi, pas de noctilien, c'est quand même quelque chose. C'est que c'est suivi. Après, attention, c'est une réalité aussi économique de faire grève. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, on prend les paris, on a dit bien, le gouvernement ne passera pas l'hiver. Justement, le gouvernement, parlons-en, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a apporté son soutien, vous l'avez vu sans doute, à l'employeur d'une asso qui a menacé de licenciement 2 femmes voilées. Pour toi, est-ce qu'il y a une islamophobie d'État? J'ai répondu, moi, à ça. J'ai eu, comme par hasard, une visite à l'Assemblée nationale de mamans de ma circonscription. Elles étaient quasiment la majorité toutes voilées. Donc c'est un beau pied de nez. Après, ces personnes-là ont été recrutées à Nancy. Elles portaient les foulards. L'entreprise a mis une nouvelle charte. Bon, voilà, incompréhensible. Je pense qu'il va y avoir un débat entre les salariés et les employeurs. Mais là que le ministre de l'Intérieur vient de s'immiscer dedans, ça montre encore qu'il est complètement hors sol, dans une communication néfaste qui va lui desservir. Moi, j'aimerais juste rappeler, bon, les 2000 ne savent pas, mais on a eu un ministre qui se l'a joué comme ça, c'est Sarkozy, ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, ils vont manger ensemble cette semaine, M. Retailleau et Sarkozy. Quand Retailleau est nommé ministre, il va directement à la Courneuve, comme a fait Sarkozy à son époque. Et ces sorties-là, médiatiques, en insultant les gens, stigmatisant, en surfant l'islamophobie. L'immigration n'est pas une chance aussi? Vous savez, bon, qui allait chez qui en premier, pour faire quoi? Et ensuite, l'immigration des matières premières, ça ne vous dérange pas. Le sujet, c'est quoi? Ça va motiver la jeunesse. Parce qu'avant, nous, le curseur, c'était Sarkozy, le curseur. Et quand il passe président, après Chirac, on se donnait quoi? On disait juste, ah, c'est 5 ans. À quel moment il va perdre? À quel moment on va pouvoir le battre? On attendait juste patiemment en 2012. Et Hollande a gagné, mais ça aurait pu être n'importe qui au PS qui aurait pu gagner. C'était tout sauf Nicolas Sarkozy. Même une chaise aurait pu gagner. Parce que Hollande n'était pas déjà investi en 2011, il y avait les primaires, etc. Là-bas, c'était M. Dominique Strauss-Kahn. Mais n'importe qui aurait gagné contre Sarkozy parce que tout le monde était remonté à bloc. Pas sous le mandat de Sarkozy président. C'était le mandat de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui avait mis les gens vraiment en exergue. On était à bout des propos de Karcher, etc. Mais on ne voulait pas de ce ministre-là cow-boy. Il est passé président. Et chaque fois, on se disait, c'est 5 ans. Au bout des 5 ans, on le sort. On a réussi à le sortir. Et Retailleau, il va chauffer les gens et les gens vont être amenés à vouloir aller voter, à manifester. Et les gens le découvrent. Nous, on le connaissait au Sénat. Mais maintenant, depuis qu'il a le micro en tant que ministre de l'Intérieur, il dit que des dingueries.
sur LCI, ce qu'il dit, en fait, en plus, il précède rapidement le discours de politique générale. Il est en train de mettre la pression à son ministre de la Justice. Ils font de la récupération sur une mort sordide, horrible, un viol. La double peine aussi. La double peine, tout ça, c'est incroyable. On se dit, oui, on se verra avec le ministre. Monsieur Barnier fait des samedis cohésion. Ils vont à l'Élysée pour faire un conseil des ministres qui dure 25 minutes. Voilà, quoi. On souffle. Ils sont nuls, quoi. Est-ce que cette impression d'avoir deux France est aussi accentuée par la nomination de ministres de l'Intérieur et de gouvernements qui méprisent, je schématise, mais qui méprisent en quelque sorte les quartiers Non, c'est juste une question de temps. Vous savez, dans la ruralité aussi, il y a des quartiers populaires, il y a des bâtiments où des gens vivent, etc., cohabitent. C'est juste une question de temps. Maintenant, il y a une fracture sociale entre une caste de gens qui ont des moyens, donc ils vont se mettre à la télé ce qu'ils ont envie de voir, et ensuite, les vrais gens, quand ta télé, tu l'éteins, tu coupes Twitter, tu discutes avec le boulanger, l'électricien, le plombier, le maçon, le chauffeur de bus, la femme de ménage. C'est la vraie vie. Il n'y a qu'une France qui existe. Et maintenant, il y a des gens qui ont les moyens, qui se sont construits un monde parallèle, où ils ne rencontrent personne. Quand Sarkozy, ce lundi matin, 30 septembre, vous dit qu'il faut moins de services publics, il faut moins d'argent de fonctionnaires, alors que tout le monde dit il faut une police de proximité, il faut un commissariat, il faut des enseignants devant nos enfants, il faut des médecins, parce qu'on a des médecins étrangers en France. Et le monsieur dit non, il en faut moins de services publics. C'est qu'il y a un problème. Il dit que les Français ne travaillent pas assez. Est-ce que lui a déjà travaillé dans sa vie? Moi, j'aimerais savoir si Sarkozy a déjà travaillé dans sa vie. Député, il travaille. Un travail. C'est une fonction, sur un mandat. Maire de Neuilly-sur-Seine. C'est pas un travail. En plus, Neuilly-sur-Seine, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je pense. Vu que le revenu médian des gens de Neuilly-sur-Seine est très élevé, à part être dans la gestion et faire des banquets avec les personnes âgées, il n'y a rien à faire. Il faut se dire la vérité. Ces gens-là n'ont jamais travaillé de leur vie. Moi, j'aime pas à chaque fois dire, ouais, moi j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, je suis encore jeune. Mais ils n'ont jamais travaillé. Quand on regarde, moi, les propos de Sarkozy, il faut les mettre. Il dit, les gens ne travaillent pas assez, 35 heures, on n'en veut pas. La droite populaire, c'est le nouveau refrain, ça. Maintenant, c'est la droite populaire. C'est Darmanin, il parle de populaire, il donne son sac de réflexion, il dit oui, les Français, etc. Il parle de discrimination parce qu'il est sorti du gouvernement. Mais on prend les Français pour des cons. Les Français ne le sont pas. Sur le travail, justement, est-ce que vous pensez que la loi sur la réforme des retraites a une chance d'être abrogée? Bien entendu. Et si oui, comment? Bien entendu. Nous, elle sera dans la niche parlementaire du premier groupe du NFP, donc la France Insoumise, le 30 novembre. Et on va l'abroger cette date-là. Sans majorité, c'est compliqué. Il va falloir des alliances. Sans majorité? Vous n'avez pas la majorité absolue, je veux dire. Mais un texte à l'Assemblée nationale passe sans majorité absolue. C'est la majorité des députés présents dans l'hémicycle au moment du vote. Et sachez que nos nombreux députés ne seront pas là, peut-être macronistes, qui sont pour ou contre, ou qui ont été élus grâce aux voix du NFP dans leur circonscription. Et en fait, il y a une pression populaire encore que moi je réclame pendant cette niche parlementaire, quelques jours avant, la veille, le jour même, des mobilisations devant les permanences parlementaires, des mobilisations pacifistes, je le dis comme ça avant que les gens fassent des découpes et disent que j'appelle à l'insurrection sur les permanences parlementaires. Mais cette pression-là, je pense qu'elle va faire comprendre à certains députés qui n'ont pas compris qu'il faut écouter le peuple, il ne faut pas gouverner sans le peuple et contre le peuple. Et du coup, on aura largement une majorité sur le texte. Une question sur la Martinique. La vie est de plus en plus chère là-bas et les prix pas du tout alignés avec ceux de l'Hexagone. Ça dure depuis quelques temps maintenant. Est-ce que la fin des taxes sur certains produits est un bon signal? Ce n'est pas la fin des taxes, c'est les prix. Et depuis toujours. Il faut... Oui, mais il y avait des taxes sur certains produits de première nécessité en Martinique qui... Mis à part cela, il faut discuter avec les Martiniquais et comprendre ce qui se passe sur place. On ne peut pas gérer une île, un département à des milliers de kilomètres. Il serait plus rationnel que les Martiniquais aient à faire du commerce avec le Brésil, le Venezuela, la Barbade et tous les pays qui sont autour, en termes de commerce, même en termes de questions écologiques par rapport au circuit court. Il y a une vraie réalité que de se voir arriver du Nutella, de Paris, tout ça, tout ce qui va avec, à des prix 3 fois plus chers et aussi à des taux de sucre 2 fois aussi plus sucrés.
Et aussi, sur place, il faut savoir qu'il y a des béquets qui tiennent le port, qui tiennent des commerces, qui tiennent toute la grande distribution et qui mettent une pression énorme à tous les distributeurs qui veulent venir avec des prix abordables pour la population. Ça aussi, il faut le dire. Voilà, ils sont aujourd'hui administrés comme une colonie. Il faut dire les termes. C'est comme une colonie qui sont administrés et ça, c'est plus possible. Et il faut que les nouvelles générations refusent cela. Et vous savez, quand vous êtes jeune, moi j'étais en Guadeloupe l'année dernière. Quand vous êtes un jeune Guadeloupéen ou Martiniquais ou dans une des îles, vous voulez devenir par exemple enseignant sur place. Vous ne pouvez pas. Une fois que vous avez votre concours, on vous envoie dans l'Hexagone. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de jeunes sur l'île. Pour pas qu'il y ait de mobilisation. Pour pas qu'il y ait cette conscience-là. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. C'est fait exprès. C'est une doctrine qui a été mise en place pour qu'il y ait uniquement des personnes âgées qui acceptent, qui soient résignées et qui ne disent rien. Et sur les hauts postes, vous savez, à chaque fois on envoie quelqu'un de l'Hexagone. J'avais visité moi un centre pénitentiaire, et leur directrice elle avait été envoyée de l'Hexagone. Pourtant, il y a plein de gens qui étaient qualifiés sur place. Je connais peut-être ta réponse, mais est-ce que tu trouves que la situation en Nouvelle-Calédonie a été bien gérée? Très mal gérée. Je pense encore une fois, moi c'est une hérésie. Prenez la carte du monde, vous regardez où c'est. Moi, ça n'a pas de sens. Faire une réforme du code électoral n'a pas de sens. Sans avoir consulté la population. Que dit l'ONU sur Kanaki? C'est un territoire décolonisé. Stop! Moi, je prends la carte du monde. Ça n'a aucun sens que sur la France là-bas. Moi, je le dis clairement. Ça n'a pas de sens. Oui, donc toi, tu es indépendantiste. Enfin, Quand est-ce qu'on est arrivé là-bas et comment? Moi, j'aimerais juste savoir. Est-ce qu'ils ont dit « Ah, vous êtes beaux, les Français, vas-y, venez, aidez-nous. Il n'y a rien chez nous, il n'y a rien dans le sous-sol. Mais venez, ne vous inquiétez pas, on va collaborer et tout. » Non. C'est passé comme ça? Non, c'est pas passé comme ça. Si on vient avec... Si on a fait... on a mis la terreur, on s'est imposé quelque part par le sang. Moi, je suis français aujourd'hui, je suis fier de l'être. Ben, je refuse, j'accepte pas ce qui s'est passé. Je dis que pour faire table rase de tout ça, on ne peut pas y revenir. Mais on va discuter avec les personnes qui sont sur place, les ayants droit, ceux qui ont vraiment une descendance et des ascendants qui sont de Kanaki, et voir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais si les loyalistes, c'est des Français, d'Hexagone qui sont venus, etc., etc., il faut savoir qu'à la base, c'est une colonie de peuplement. Et ils voulaient blanchir la population. C'est ça le schéma. On vient pour blanchir. Et après, finalement, on dit « Ah, ben, il y a des loyalistes sur place qui disent qu'ils sont là depuis 30 ans. Quand même, maintenant, c'est des Calédoniens. Il faut accepter. C'est loyalistes. Ils ont gagné au scrutin, etc. » On change le code électoral. Dernièrement, même sur Twitter, il y a une vidéo. Quand vous finissez une vidéo, on vous met une pub sur la Nouvelle-Calédonie. Très beau département, le code électoral, il y a eu un vote qui a été gagné, etc. Voilà, quoi, c'est barbant. Le nombre de morts qu'il y a sur place, c'est terrible. Dernièrement, il y a eu un article qui est passé un peu, ça n'a pas passé un peu, ça n'a pas été pas par la presse, mais où on parle de gendarmes qui ont attrapé des MST sur place, etc. Et qui ont été renvoyés en Hexagone, etc. Voilà, stop, quoi. Ouais. Vous imaginez pour ces gens-là, ils sont là dans leur pays, tac. D'ailleurs, le récit médiatique. On envoie des CRS, des gendarmes, tout ça pendant un petit moment. D'ailleurs, le récit médiatique sur la Nouvelle-Calédonie, en France, pour toi, il a posé question ou pas? Avec un point de vue plutôt pro-police, pro-gendarme, en règle générale dans les reportages qui sont faits, dans les reportages à la télévision notamment. Non, mais on peut passer ces gens-là. Le traitement de. On peut passer les Kanaks pour des fous. Des gens violents. Des gens violents, fous, etc. Alors que ces gens, il y a des gens en fait qui étaient juste armés, qui tabassaient des Kanaks comme ça. Des trucs d'autodéfense posés avec la police à côté. Et en même temps, un tel s'est fait tirer dessus. Pas par des policiers, par des mecs comme ça, etc. Ça crée des barrages eux-mêmes, des milices, normal. Et vous savez, il y a aussi un article qui donne le nombre d'armes qui sont en circulation en Nouvelle-Calédonie, c'est énorme. Il y a un nombre d'armes en circulation énorme. En fait, il faut commencer par ça. Comme aux États-Unis ou comme dans d'autres pays, désarmer, créer un truc, on vous donne de l'argent, rendez vos armes, etc. On va chez tout le monde, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas. On toque chez tout le monde. C'est les policiers qui sont partis pour mettre de l'ordre. Ils peuvent aller toquer chez tout le monde et récupérer les armes. Maison par maison, vous rentrez jusqu'à la cave, vous sortez toutes les armes. Plus d'armes sur l'île. Vous verrez que ça va être plus calme. Question très globale sur
fameuse politique arabe de la France, comment tu trouves l'attitude d'Emmanuel Macron sur le Liban, alors sur Gaza effectivement, avec la question de l'exportation des armes à Israël évidemment, mais aussi le Liban, où on a bien senti, je précise ma question, une espèce de pudeur d'Emmanuel Macron de nommer lors de sa première déclaration de soutien au peuple libanais, ce qui était en fait un massacre. Comment tu as trouvé l'attitude présidentielle sur cette question? La France a toujours été, la France a toujours été une fervente défenseur de Liban. On a sur place la FINUL, donc c'est des casques bleus français, des militaires français qui ont un mandat des Nations Unies, qui sont au sud du Liban. Du coup, aujourd'hui, ils auront de constater ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'ils font sur place. J'espère qu'ils seront encore en vie à la fin de cette période. Même le ministre Barrot est sur place. J'espère qu'il sera encore en vie d'ici là, parce que ça bombarde partout, et même au Liban, intramuros. Macron est très mal à l'aise, parce que depuis le début, en fait, ils n'ont pas employé les bons termes. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu est dans une logique sanguinaire, sans limite, sans respect du droit international. Génocidaire? Génocide, je vais y venir. Sans respect du droit international. Il frappe partout, tout le temps, peu importe l'heure. Et il ne fonctionne même pas comme une armée. Quand on a des beepers et on fait exploser les gens, je ne sais même pas en fait à quel moment on sait si le mec est dans un magasin, un marché, etc. etc. Et ensuite, à Gaza, c'est un génocide. Ensuite, en Cisjordanie, la colonisation, elle est à son comble. Quand on voit des militaires qui sont à côté de colons armés, en train de rentrer dans des écoles, tabasser des gens, tuer des gens en Cisjordanie, c'est pas justifiable. Et après, on va dire, on trouve de nouveaux termes. Colon extrémiste. C'est quoi la différence entre un colon et un colon extrémiste? Voilà. Et après, on va dire c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. On va voir BHL à la télé qui va nous expliquer comment l'eau est bleue, comment le soleil brille, et comment est le ciel, et comment il y a des nuages, parce que BHL, c'est tout. Voilà. BHL, c'est en fait, dès qu'il y a des bombardements, vous avez BHL qui débarque à BFM TV pour vous expliquer. Il va prendre l'heure où il y a un gros édimat pour tout vous expliquer. En fait, il va dire Israël et Netanyahou défend l'Occident. Il défend la civilisation. Il fait le travail pour les autres. Donc si vous voyez des images choquantes, taisez-vous parce qu'en fait, il fait le boulot pour vous. Voilà. Donc il ne faut rien dire, il faut laisser faire. Et l'attitude d'Emmanuel Macron, précisément sur Emmanuel Macron, comment toi tu l'as? Totalement absent. Totalement absent. Est-ce que la diplomatie française est à bout de souffle? J'avais une question sur ça Elle précisément. n'existe plus. Passer de Dominique de Villepin en 2004 à, pardon, avec tout le respect que je lui dois à Jean-Noël Barrot, est-ce qu'il ne faut pas se mouiller la nuque sur cette question aussi? Barrot, il n'a encore rien fait. Il est du modem, on verra. Mais déjà, Macron, aujourd'hui, c'est géré à l'Élysée. La politique étrangère est gérée à l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères ne gère rien du tout. Rien du tout. On va changer tous les 6 mois. Ça ne pose aucun problème. La ligne directrice, la boussole est perdue. La voix de la France n'existe plus. Nous sommes devenus un pays aligné. Aligné à l'Amérique, aligné à Benjamin Netanyahu. Et c'est d'une extrême gravité. C'est d'une extrême gravité. La parole de la France est devenue inaudible. Rappelez-vous, au début des massacres à Gaza, ils envoyaient des dons alimentaires par voie aérienne. Je me rappelle qu'il y avait une histoire qui avait expliqué que les gens étaient morts pendant des livraisons. On ne sait pas si c'est française, mais d'arriver à ça, on n'arrive plus à faire des livraisons terrestres. C'est terrible. Là, Macron, inefficace, inaudible, complètement aligné. Les premières semaines et les premiers mois, on a eu quand même des défilés de députés macronistes qui partaient en Israël. Il y a le bruit privé, la présidente de l'Assemblée. Qui reprenaient des fake news, qui disaient tout et n'importe quoi, qui s'alignaient maintenant aux propos d'Abid Meir. À la base, à un moment donné, Abid Meir, fut un temps, il était cornalisé à l'Assemblée nationale. Ils ont créé une concorde nationale avec lui, sous prétexte du 7 octobre. Alors que tout le monde condamne ce qui se passe. Un mort vaut un mort. Mais on a aujourd'hui des récits des journalistes, des musiciens qui se jouent de ça, un gros lobbying autour de ça. Et en fait, non, quoi, stop. Autre sujet qui vous touche particulièrement, l'Est du Congo. Pas que l'Est du Congo, mais aussi tout le pays, qui est fortement touché par les guerres et les conflits. On parle là de 10 millions de morts, 5 millions de personnes déplacées. 7 millions. En décembre 2023, c'est un record de l'ONU. Comment tu expliques le silence de la communauté internationale? Parce que c'est des intérêts économiques. Et souvent, j'avais expliqué récemment, quand c'est en Afrique ou c'est deux pays africains, on dit c'est entre eux, on ne calcule pas. C'est une guerre ethnique, alors que c'est une guerre économique. Sans les minerais que tu as au Congo, tu n'as pas de téléphone.
Pas de téléphone, pas de transition écologique, pas de batterie sur les véhicules électriques. Donc il y a toutes ces firmes-là qui ont besoin de ces minerais-là, cobalt, lithium, coltan, lithium, ben, quand ils achètent, ils savent d'où ça provient. On parlait à l'époque, il y avait le film Diamond Blood sur des diamants, ben, c'est pareil pour les minerais aujourd'hui. Après, l'Union européenne va vous parler de traçabilité, etc., quand ils travaillent, mais moi j'ai été sur place. Dans les mines, c'est des enfants de 11, 12, 10 ans qui peuvent y rentrer. Parce qu'en fait, il faut que ce soit tout petit. Et ensuite, il y a des expropriations, parce qu'ils déplacent les populations pour pouvoir creuser. Quand vous avez des séquences de guerre, revenez 3 mois après. Il va y avoir des exactions dans un village. 3 mois après, c'est même plus un village. C'est devenu un chantier où ça creuse avec les mines, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre économique. Et quand on a des drones, on voit où ça part, on voit qui vend ces minerais-là, on voit que c'est le Rwanda, on voit qu'il y a un groupe de rebelles qui s'appelle le M23, qui est soutenu par le Rwanda et c'est attesté par l'ONU, par les ONG. Moi, je discute beaucoup, comme je suis un militant activiste humanitaire, je suis parfois avec le Programme alimentaire mondial, avec Médecins sans frontières et avec l'UNICEF. Et quand je discute, moi, avec ces personnes qui soignent les blessés de guerre, parce que Médecins sans frontières soignent tout le monde. Ils sont au front, ils soignent tout le monde. Et ils m'expliquent qu'en fait, arriver au front, c'est uniquement une guerre économique. Au-delà de l'humanitaire, politiquement, stratégiquement, géopolitiquement, qu'est-ce que peut la France pour résoudre le conflit au Congo, mais aussi trouver une résolution pour une désescalade définitive à Gaza? Après le génocide au Rwanda, il a été demandé au Congo, par une pression internationale, d'ouvrir la frontière pour laisser passer les personnes, peu importe. Les blessés, les gens qui étaient poursuivis. Au moment donné, le Congo ne voulait pas ouvrir sa frontière. Ils ont mis une pression énorme. Et ensuite, les gens sont venus se réfugier. Certains sont venus avec leurs armes. Et en fait, la guerre a continué. Elle ne s'est pas arrêtée. La guerre a continué, elle ne s'est pas arrêtée. On a un parc naturel qui est magnifique au Congo, ça s'appelle le parc du Virunga. Les gens sont cachés à l'intérieur, ensuite on fait la déforestation, on a découvert les richesses. Il s'en est suivi encore un nouveau cycle de guerre, mais étouffé. Et en 1994, la France est un peu beaucoup concernée par ce qui s'est passé au Rwanda. Donc la communauté internationale a demandé d'ouvrir les frontières à la RDC. Donc la France est concernée. Si la France demande un cessez-le-feu et s'implique vraiment et met des sanctions économiques aux pays concernés, donc le Rwanda, la guerre s'arrête. Donc ça passe par ça. En 2012, Obama monte au créneau. Et ensuite, ça s'arrête pendant 10 ans. Et ensuite, en 2018-2017, quand Macron a voulu réchauffer les relations entre la France et le Rwanda, parce qu'elles ont été très froides sous Chirac, les relations entre la France et le Rwanda. C'est qu'on puisse dire, oui. Et en fait, c'est quoi la contrepartie? Est-ce que pour des intérêts économiques, on doit se taire sur la vie des gens? C'est ça le vrai sujet. Et la France, lui, par sa diplomatie, qui a existé à un moment donné et qui a encore cette influence, je pense, en Afrique centrale, pas partout. En Afrique de l'Ouest, de moins en moins. En Afrique du Nord, plus du tout, au Maghreb. Mais en Afrique centrale, par sa voix, parce que le Congo est un des pays les plus francophones du monde, avec qui on partage une langue commune. Le Rwanda l'a été, aujourd'hui c'est un pays anglophone. La France peut dire stop. Dernière question, un peu plus fun. Pour finir, quel souvenir gardes-tu de ton métier de coach sportif d'Aya Nakamura? C'est ciblé. Pourquoi le coach sportif d'Aya Nakamura? Je peux avoir un souvenir avec d'autres sportifs. Oui, bien sûr, mais on te connaît surtout, ton principal fait d'armes, parce qu'Aya Nakamura, c'est quand même une des personnes les plus écoutées dans le monde entier, artiste française en plus, tu as été son coach sportif. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Ouais, non, super sympa. C'est une fille super sympa, très simple, qui souvent, à l'époque, ne se rendait pas compte de son succès. Et parfois, je lui disais, mais tu te rends compte que... Voilà. En fait, c'est une très belle réussite pour une jeune qui vient dominer sous-bois, les 3000, etc. Incroyable. Et aujourd'hui, elle remplit des salles,
jeunes filles partout, ça l'écoute de partout, dans le monde entier, en Chine, aux États-Unis. Eh oui. Émotion quand même quand tu la vois en plus performer à la cérémonie d'ouverture des JO. Magnifique. Moi, je suis stupéfait par sa trajectoire de carrière, parce qu'elle n'a pas fait les solfèges. Elle n'a pas eu tout ce que les gens des milieux aisés ont pu avoir en début de carrière musicale. Elle s'est battue avec ses propres armes. Elle continue à se battre parce qu'elle est beaucoup critiquée. Dès lors où elle est exposée, on va la critiquer pour un sujet, pour un oui ou pour un non. On a même eu le président du Sénat, Gérard Larcher, qui s'est mis à vouloir expliquer Dougie Dougie en se perdant dans « Ah oui, ça veut dire ça, je ne comprends pas pourquoi, ça veut dire le vrai ». Un président du Sénat, quoi, qui va expliquer un texte d'une chanteuse. Expliquez-moi, en fait, quelle autre chanteuse on a expliqué ces textes? Ah, bah voilà, parce qu'elle est noire, parce que c'est Aya Nakamura. C'est la seule artiste où un président du Sénat, la deuxième personnalité du pays, qui va expliquer un texte d'une musique. En plus, qui est publicité. Pour dire encore pourquoi le Sénat, en fait, les gens sont vraiment déconnectés. La musique, je pense que s'il a des petits-enfants ou ses nièces et autres, elles écoutent cette musique-là. Elles écoutent Aya Nakamura. Et vous avez même eu la ministre qui chantonnait, bon, assez mal. L'ancienne ministre des Sports qui chantonnait assez mal à Aya Nakamura. Mais vous voyez, en fait, ça, c'est la 5e République. C'est qu'on a un président du Sénat qui va critiquer une chanteuse, la ministre des Sports qui va chanter ça devant les journalistes, le président qui va applaudir. Vous allez voir un snap d'Aya Nakamura avec Brigitte Macron. En fait, on se dit, on est où? C'est un monde parallèle. Il y a une impression de déconnexion. En fait, je ne comprends pas. Le matin, j'ai relâché la critique. Le soir, elle fait un snap. Aya Nakamura fait un snap avec Brigitte Macron. Est-ce que son ascension artistique te donne des idées pour ta probable ascension politique? Peut-être je vais chanter, peut-être. Non, je ne sais pas, non, ça n'a rien à voir. Non, mais je sais pas. C'est déjà très bien député. Oui. C'est déjà très bien. Si vous savez, les gens… Non, mais peut-être qu'on a envie en France aussi d'incarnation à un tout autre degré, peut-être au-dessus, ministre, pourquoi pas président. Voilà, on peut avoir… Si un jour la gauche est au pouvoir, peut-être que je serai dans les prétendants. C'est possible, peut-être pas moi, mais d'autres. De toute façon, nous… Il faut des jeunes de la diversité aussi, qui soient ministres, présidents. Il n'y a pas de problème. Après, c'est plus les idées. Moi, je refuse à chaque fois, je dis aux gens, pas voter parce que je suis noir. Demandez-moi mes idées, parce que demain, il y aura 4 candidats noirs, on fait comment, on choisit qui? Pas voter parce que c'est un arabe, pas parce que… Non. Et en plus, à ce jeu-là, on s'est fait avoir à l'époque. Il y a des gens qui avaient ce prisme-là, ils disaient, ben, je m'occupe de tout, je vous ressemble, allez-y, votez pour moi. Et en fait, non. Donc, c'est important. Moi, je fais beaucoup d'éducation populaire dans ma circonscription et même ailleurs, au travers de différents dispositifs. On a un dispositif qui s'appelle Jeunes de la réussite. C'est un cercle de réflexion, en même temps, c'est des bourses matérielles d'études pour les jeunes. Et en fait, on essaie d'élever les consciences pour avoir le maximum de profils ensuite qui soient prêts à gouverner, prêts à prétendre avoir des mandats, ou prêts à recueillir le suffrage des Français et des Françaises dans les villes. Et ensuite, dès lors où on sera arrivé à un essor d'avoir différents profils, bien sûr, c'est possible. Et si la gauche est au pouvoir, c'est possible d'avoir un jour Carlos Bilongo ministre, ou même Carlos Bilongo peut être président, c'est possible. Ou avoir un jour une présidente, c'est possible. Mais ça ne se limite pas juste à la couleur de peau. Ça, il ne faut pas. Il faut vraiment… La France, elle est black bomber, elle est universelle, universaliste, c'est ça. C'est juste les idées. Si pour les idées, les gens me disent « Ah bon, on aime bien tes idées, on aime ton approche », bah, moi j'y vais. Hein. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. Je préviens déjà, voilà, au cas où. Mais, le récit est beau de dire on n'a pas fait Sciences Po, on n'a pas fait l'ENA, mais par contre on peut y arriver aussi. Oui, moi je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'ENA. Je n'irai pas mentir sur ma fiche Wikipédia. Je suis très fier de mon parcours. Voilà, je suis très fier d'avoir travaillé dans le bâtiment. Et même si demain je perds mon mandat, je repars dans le bâtiment, ça va avec plaisir. C'est des vraies personnes, les vrais gens que j'ai vus travailler avec du cœur, c'est dans le bâtiment. Et dans l'ouvrage, dans le dur, j'ai travaillé au marché, j'ai vendu des canettes, j'ai vendu des glaces, j'ai vendu… Voilà, je suis un dur et c'est pour ça que je suis dur à l'effort. Même si on me met la pression, je suis capable de résister à la pression. C'est par rapport à ce vécu-là. Et je pense qu'il y a plein de Français et Françaises dans le pays qui ont des petits récits comme ça intéressants. En fait, c'est des gros récits. On dit petits récits parce qu'on minimise. En fait, ces personnes-là qui font tout avec rien, c'est énorme. Faire une petite route avec rien, c'est énorme. Parce que celui qui va faire une longue route en voiture, bah, c'est bien. Mais celui qui a fait juste 2 km à pied, pieds nus, sur des bouts de verre, bah, il est plus fort. Celui qui a fait
200 km avec une voiture, de l'essence, et les parents qui avaient mis la cravate, qui avaient mis tout ce qui va avec. Vous pouvez être fiers. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil.